Cher Hervé Morin, merci pour ton invitation à Épreville-en-Lieuvin. C'est, j'ai compris, la deuxième fois une tradition pour moi. Et je suis content d'être en cette terre normande. En écoutant Hervé Morin parler de la Normandie, le Normand que je suis s'est dit il n'a pas le bon prénom. C'est Guillaume Morin, le conquérant de la Normandie. Il en a parlé avec passion, il en a parlé avec des réalisations concrètes si importantes. N'oublions pas qu'il a été le réunificateur de cette Normandie trop longtemps divisée, partagée et affaiblie par cette division, que ce soit au plan économique, sociétal, patrimonial. Et aujourd'hui, la Normandie a repris une force qui fait qu'elle est reconnue dans l'ensemble de notre pays. Merci pour tout cela, cher Hervé Morin. Merci aussi à ta majorité. Mais je dois dire que au Sénat, les Normands, au cours de ces 3 années, ont pris le pouvoir. Et oui, en dehors de moi qui a une vocation au-delà de la Normandie, même si je n'oublie pas mon Orne natal, même si je n'oublie pas, cher Joël Bruno, que c'est à Caen que ma formation humaine s'est faite, avenue de la Croix-Guérin, à Sainte-Marie. Eh bien, cette commission Sénat, 4 présidée par des Normands. Catherine Morin-Desailly, et chacun sait son engagement, notamment, nous l'évoquions tout à l'heure, sur la souveraineté numérique, mais aussi, nous l'évoquions en parlant culture, sur en ces moments difficiles pour la culture, la présence, et puis Hervé Moret, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, l'enquête Lubrizol et l'enquête sur les ponts, c'est Hervé Moret. Et je dois dire que c'est vraiment cette activité. Notre président de la Brittany Ferries évoquait Jean Bizet et le Brexit. Et puis, il n'est pas là ce matin, mais chacun connaît Philippe Bas, sa spécialité de contrôle, mais en même temps de décentralisation. 4 Normands. C'est donc déjà la conquête du Sénat qui a été réalisée en même temps que le renouveau de la Normandie. Je retrouve Sophie Gauguin et David Marguerite avec beaucoup de plaisir. Je n'oublie pas qu'à un moment, nous avions tous la tête sous l'eau. Hervé, avec vous, ont été de ceux qui nous ont donné à espérer. Souvenez-vous du lendemain des Européennes, on n'était pas au mieux de notre forme. Et Hervé Morin m'a dit, dans un SMS, fais chef. Et donc je me suis engagé dans cette convention pour essayer, et je crois que nous avons avancé, de réunir la droite et le centre. Je voudrais remercier aussi Nathalie Colin-Osterlé, parce que avec François Grosdidier, ils ont fait une belle conquête de la ville de Metz. Et même si elle a trouvé que la météo lorraine était meilleure que la météo normande, je n'opposerai pas la Mirabelle de Lorraine à la pomme normande. Et je le dis tout de suite, je préfère le Calvados Le Morton à la meilleure Mirabelle de Lorraine. Je voudrais saluer, vous m'en voudrez pas, les parlementaires. Et c'est pas simplement une énumération, j'espère, parce qu'ils assument une responsabilité majeure, que ce soit à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et en ces temps où on s'est coupé parfois, au travers d'un texte dont on mesure aujourd'hui les dégâts du mandat exécutif local au Parlement, leur présence ici marque leur enracinement. Je voudrais le dire à Véronique Louwagie, je vais commencer par les députés, les sénateurs ne m'en voulaient pas, mais Véronique Louwagie et Jérôme Nury, que j'aperçois ici avec une nouvelle barbe, je n'avais jamais vu comme ça, mais comme quoi tout va bien.
Et puis, souhaiter le meilleur à Nathalie Porte, la nouvelle députée du Calvados, lui dire le meilleur. Et bien sûr, mes collègues sénateurs, j'en évoquais deux, mais je commence par mon département natal, cher Vincent Segouin. Je m'en vais vers la Seine-Maritime, Agnès Canaillet, Pascal Martin et à nouveau Catherine Morin-Desailly. Et puis, dans l'heure, bien sûr, Hervé Moret et Nicole Duranton. Mais je voudrais dire particulièrement à Sonia de la Prévôté et à Pascal Alizard que je suis heureux de les retrouver et de leur souhaiter le meilleur. Alors, mes chers amis, en espérant n'avoir oublié personne, je voudrais saluer les maires ici présents, les élus municipaux, tous ceux qui sont engagés. Je ne vous parlerai pas d'Île-de-France. Valérie a dû nous quitter, vous savez que je suis à ses côtés, vous savez que je serai à ses côtés, vous savez que je salue le président du conseil départemental de l'Orne, que je vois d'arriver, il se rattrape juste à temps par rapport aux citations. Et je crois que Valérie nous apporte aussi, par sa liberté, beaucoup. Et je le dis puisque j'ai eu l'honneur de présider son comité de soutien pour la région Île-de-France. Elle aurait pu faire un discours aussi passionné sur l'action qu'elle conduit dans cette région d'Île-de-France. Mais je vous promets une chose tous les deux, c'est de continuer à être un intermédiaire en matière ferroviaire, car je peux porter une assurance. Le Paris-Granville que j'ai longtemps utilisé n'a guère fait de progrès en 70 ans, si ce n'est le passage de la vapeur à la traction diesel, mais c'est à peu près tout ce qui s'est passé en matière d'investissement. Donc tiens bon Hervé Morin, et à ce moment-là tu porteras le nom de Guillaume, rien que pour cette conquête-là. Mes chers amis, après une année 2019 et cette crise des Gilets jaunes qui a abîmé notre République par sa violence, mais qui a aussi été un cri de désespoir de la France d'à côté. C'est comme ça que je l'ai qualifié. Cri que, pour ma part, j'ai entendu. Nous espérions avoir retrouvé la voie de l'apaisement, du dialogue, du respect de l'ordre républicain auquel nous sommes attachés, et tu l'as réaffirmé, cher Hervé. La crise sanitaire d'une extrême violence. Oui, la crise sanitaire d'une extrême violence que nous avons traversée et que nous traversons encore, avec ses conséquences sur notre économie et notre société, ont tout bouleversé. C'est un élément de rupture. Je reprends un article de Jean Viard. C'est aussi un élément avec des conséquences, cher président de la Brittany Ferries, dont on ne mesure pas encore aujourd'hui les conséquences, mais qui doivent nous interroger sur le fond. Voilà plus de 3 ans que le président de la République a été élu et que sa majorité gouverne la France. Et je cherche en vain ce qu'à ce jour nous pouvons concrètement retenir du bilan de l'action gouvernementale. En fait, peu de choses. Et j'en suis le premier désolé, car c'est d'abord de la France dont il s'agit. La crise sanitaire, au fond, François Langlais l'a rappelé au début de notre matinée, n'est en rien responsable de ces échecs, car la situation de fragilité de la France d'avant-crise était déjà préoccupante. Il l'évoquait pour l'Italie, il l'évoquait pour l'Espagne, il l'évoquait pour la France. Le déficit annuel de l'État avoisinait déjà 100 milliards, aujourd'hui c'est 250 milliards d'euros. La dépense publique n'a jamais cessé de progresser. La fiscalité demeure confiscatoire. La trajectoire budgétaire très éloignée des règles européennes. L'absence de mesures d'économie et le financement par le déficit rendaient déjà avant février l'objectif de rééquilibrage des comptes publics à l'horizon 2022 hors de portée. Et l'immigration non maîtrisée. 2019, 400 000 entrées. Oui, que reste-t-il des belles promesses de 2017 et de ce nouveau monde qui devait transformer notre quotidien, corriger, je cite, nos mauvaises habitudes, nous débarrasser des archaïsmes de notre société,
secouer nos certitudes, bouleverser nos institutions. Que reste-t-il du président réformateur? Que reste-t-il du président rassembleur, du président censé rétablir l'autorité de l'État? En vérité, notre pays n'a jamais été aussi fracturé. Cette France d'un côté a gagné du terrain, la communauté nationale s'est fissurée. Après la crise des Gilets jaunes, le refus de l'autorité et les violences qui en découlent, après la multiplication des zones de non-droit, la montée des communautarismes, la gestion erratique du début de la crise sanitaire a fini d'installer le climat de défiance qui submerge notre pays. En vérité, ces 3 années révèlent l'échec d'une méthode de gouvernance, celle de la verticalité du pouvoir, de la recentralisation des décisions et celle d'un dialogue social d'apparence. Souvenez-vous du Conseil des ministres de la fin février de cette année, le même jour, la crise du Covid et le 49.3 sur la réforme des retraites. Il faut se souvenir de cette méthode de gouvernance et de ce pseudo-dialogue social. Je sais, mes chers amis, que les Français veulent que cela change, mais ils ne voient pas, soyons clairs, cher Hervé, ils ne voient pas encore d'où viendra ce changement. Alors ce changement, c'est nous, ensemble, dans notre diversité, mes chers amis, qui devons l'incarner. Je ne me suis jamais résigné, et Hervé non plus, à accepter le système politique qu'on voulait nous imposer. Un système binaire où le choix serait simple. D'un côté, la République en marche et Emmanuel Macron, de l'autre, le Rassemblement national et Marine Le Pen. Ce piège, il a failli nous écraser au printemps 2019. Nous sommes, c'est clair, aux antipodes des idées du Rassemblement national. Mais certains voudraient ou souhaiteraient entretenir l'idée que finalement le président de la République serait au centre et à droite et aurait choisi un gouvernement qui conduirait une politique de droite. Mais qu'importe ces mots. La politique qui est menée n'est pas la nôtre. La France est le pays le plus fiscalisé d'Europe et ça nuit à la compétitivité de nos entreprises. La France dépense trop et mal. Il est temps de faire preuve de courage et de dire aux Français que tout n'est pas possible. La France ne travaille pas assez, ne produit pas assez. La désindustrialisation a commencé depuis des années. J'entendais Valéry s'ériger contre la décroissance. En fait, nous avons apporté des souverainetés, Monsieur le Président de la Brittany Ferries. La souveraineté en Europe, Madame la députée au Parlement européen. Souveraineté pour l'agriculture. Souveraineté pour la santé, chère Madame Lemoine. Souveraineté en matière d'éducation. Souveraineté en matière de sécurité. Souveraineté en matière de transport. La transition écologique est indispensable, mais elle ne doit pas être idéologique et sectaire. Elle ne doit pas fracturer et opposer plus encore la France des métropoles et la France rurale, opposer urbains et ruraux. Les Français sont conscients de la nécessité de cette transition. Reste à en définir le rythme juste, à la faire comprendre. Souvenez-vous de quoi est née la crise des Gilets jaunes. Une décision de taxation prise de manière aveugle contre l'avis du Sénat, et on voit où cela nous a conduits. Moi, je partage ce que disait le président des maires du Nord. L'écologie punitive venue d'en haut divise, l'écologie locale rassemble. Eh bien, c'est autour de ça. Sujet majeur pour la cohésion de la nation, Valéry et Hervé l'ont abordé, j'allais dire pour la cohésion de la République. L'ordre républicain, il doit être rétabli, partout et pour tous. Il n'y a pas de démocratie sans respect de l'autorité. Le refus de l'autorité a pris une dimension nouvelle, accompagné d'actes de violence inacceptables, de Dijon à Grenoble en passant par Paris. Impuissance de l'État, impunité des délinquants, ce n'est plus supportable.
une manifestation, un match de football, tout est prétexte au saccage et au pillage. Il nous faut, et vous l'avez évoqué, une réponse pénale adaptée à la situation qui ne s'inscrive pas dans la continuité des politiques conduites par mesdames Taubira et Belloubet. Oui, je le redis, une démocratie, c'est d'abord un état de droit. L'état de droit, c'est aussi une justice rendue par les juges au nom du peuple français et qui n'appartient ni aux réseaux sociaux, ni aux éditorialistes et qui soit au-dessus de tout soupçon. Nous ne pouvons accepter que la présomption d'innocence qui fonde notre droit soit systématiquement bafouée. J'évoquais tout à l'heure la verticalité, celle de Jupiter sans doute. Oui, les Français demandent plus de proximité. C'est le sens des propositions que nous avons fait avec Territoires Unis. Et Territoires Unis doit beaucoup à 3 personnes. Hervé Morin, Dominique Bussereau, François Baroin. Oui, c'est à vous que nous devons, et à la prise de conscience que nous avons conduit au Sénat. Je le dis, ça n'est pas plus de décentralisation que nous appelons, c'est une nouvelle génération de la décentralisation. Indispensable et préalable pour redresser notre pays, retrouver le chemin de la proximité et de la confiance. À titre d'exemple, quand nous proposons que le président du conseil de surveillance des ARS soit le président de la région, nous faisons tout simplement le constat de la nécessité d'un fonctionnement en proximité. Quand nous demandons que les départements prennent l'entière responsabilité des politiques médico-sociales, Monsieur le Président, c'est pas pour vous faire plaisir, c'est au nom de l'efficacité, de la proximité. Alors, subsidiarité, autonomie, responsabilité, proximité, lien territoire économique, Monsieur le Président Rouet, vous l'avez évoqué, Madame Lemoine l'a évoqué tout à l'heure, voilà, me semble-t-il, la manière de se substituer à cette verticalité qui est aujourd'hui à la fois inefficace et insupportable. La question de la montée du communautarisme et de l'islam politique. Il paraît que la bien-pensance nous interdirait de l'évoquer. Alors on a créé un nouveau concept, le séparatisme islamique. Notre réponse est simple, elle est contenue dans la République, elle est contenue dans ses valeurs et dans la loi de 1905. Ayez bien en tête ces mots de Briand, la loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dire la loi. Tout est dit, et nous avons là, me semble-t-il, une position qui respecte la liberté de croire et de ne pas croire, mais qui donne la primauté aux valeurs de la République. Cette semaine s'ouvrira le procès des attentats de janvier 2015. C'était quelques semaines avant votre élection. Je cite Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo. Dans le box des accusés vont se trouver des seconds couteaux. Il poursuit. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui a armé intellectuellement les Kouachi, Koulibaly ou Mera, capables de tuer des enfants. Il poursuit encore. Ce qui m'intéresse, c'est le lavage de cerveau préalable. Au commencement, il y a toujours le verbe. Tout est dit. Et sur tout cela, cher Hervé Morin, tu l'as dit, ne soyons jamais arrangeants et faibles. Ne renonçons jamais à ces valeurs de la République. Alors, à 20 mois de l'élection présidentielle, peut-on encore croire que le programme de réforme annoncé, et dont notre pays a besoin, et que nous accompagnons au Sénat à chaque fois que c'est possible, bouleversant d'ailleurs les clivages politiques ou les postures? Oui. Est-ce qu'on peut croire que le programme de réforme annoncé va être possible? Entre crise sanitaire, crise économique et sociale qui se profile, je crois que les grandes réformes structurelles devront sans doute attendre le prochain quinquennat, même si je ne désespère pas en matière de décentralisation. Mais j'ai la conviction que rien ne sera possible sans retour de la confiance. Rien ne sera possible sans un choc de confiance, et il ne peut venir que de l'élection présidentielle.
On avait déjà eu un quinquennat pour rien. J'ai peur qu'on ait un quinquennat pour si peu. Alors, ce choc de confiance, il nous revient de le provoquer. Je le dis un instant un peu gravement. Mes chers amis, nous occupons dans notre diversité, droite et centre, le seul espace politique crédible d'une alternative. Les élections municipales ont conforté la force de notre maillage territorial. Cet espace politique, cette force territoriale, il faudra l'incarner quand le temps sera venu. Rien ne serait pire qu'une compétition fratricide au premier tour de l'élection présidentielle qui nous conduira à ne pas être présents au second tour et donc à la défaite. Chacun doit en mesurer les enjeux et agir en responsabilité. Il nous faudra donc trouver un système de départage au-delà des frontières des partis pour choisir et soutenir notre candidat à l'élection présidentielle. Et je vous le dis, je prendrai toutes mes responsabilités en cette matière. Je ne me résous pas à un troisième échec à l'élection présidentielle qui ferait disparaître nos valeurs et nos familles politiques. Comme la tonalité de ces deux tables rondes, nous entamons cette rentrée avec espoir et confiance. Naturellement, pour nous, le 27 septembre, et je le dis ici dans ce département à Hervé, je le dis à Agnès, Pascal et je le dis à Catherine, bien sûr, dans ces départements, il est important que nous puissions demain, en heure, en Seine-Maritime, que nous puissions dans le Calvados, chère Sonia et cher Pascal, j'allais dire être au rendez-vous du succès et de la victoire. Vous savez, le Sénat, mes chers amis, c'est un lieu de liberté, c'est un espace de respiration, c'est aussi la représentation de chacun des territoires. Je m'adresse aux élus, au travers de vous, c'est les citoyens qui s'expriment, et au travers de la confiance que vous donnez aux sénateurs, eh bien, c'est cela que nous portons au Sénat, avec un principe. Au Sénat, on dit jamais oui par discipline, jamais non par dogmatisme. Eh bien, le Sénat porte les valeurs du territoire et portera notamment ce que nous avons construit ensemble, une autre gouvernance pour notre pays. Et moi, je suis certain, comme Valérie, qu'un président de la République, qu'il s'occuperait que de l'essentiel pour le pays et non passerait son temps à l'accessoire ou à des conférences de presse tous les 2 jours, eh bien, que le pays serait mieux gouverné. Alors, mes chers amis, vous les Normands, occupez-vous de Morin jusqu'au printemps. Occupez-vous de vos présidents de conseils départementaux. Nous avons besoin de cette force sur les territoires. Et nous devons être aussi, parce que nous sommes engagés dans la vie publique, des réducteurs de fractures, celles qui minent et divisent notre pays, des reconstructeurs de confiance entre nos concitoyens. J'avais prévu une autre fin, mais je vais voler à la fille d'un très grand sénateur, le sénateur Cluzel, à Madame Lemoine, les 3 P. Ayons la persévérance, ayons la précision et la rigueur, prenons nos risques pour que vive la Normandie, que vive la République et que vive la France.